un logo, tu as du mal à te connecter à un logo, quoi. Alors qu'avec un être humain, tu vas quand même plus facilement partager des valeurs, te projeter, te retrouver et t'identifier à un message porté par un visage, une personne, Ouais. que par un logo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Bernard. Si vous ne le connaissez pas, Mathieu Bernard est coach en personal branding pour fondateurs et dirigeants. Et ce qui est sûr, à mon avis, c'est que vous le connaissez parce qu'il est l'hôte de l'excellent podcast Bonne Réputation qui traite, je vous le donne en mille, de problématiques de personal branding pour fondateurs et dirigeants. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut Sandy, ça va très bien. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu et de venir parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'adore personnellement et je t'en parlais juste en off. On voit une énorme différence aujourd'hui entre les entreprises qui ont intégré ce dont on va parler et les entreprises qui n'ont pas intégré ça. C'est le fait d'incarner sa marque quand on est un fondateur ou une fondatrice. Et on va parler bien sûr de marque personnelle, mais on va parler on va dire de plus largement incarner sa marque. Et aujourd'hui, voilà, j'ai voulu te solliciter parce qu'on parle beaucoup de marque personnelle quand on est indépendant. On parle Ouais. beaucoup moins de marque personnelle quand on est dirigeant, fondateur ou fondatrice. Et pourtant, c'est un sujet qui a des enjeux énormes aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va creuser ensemble. Comment, pourquoi, à quel moment. Voilà, on va vraiment couvrir le sujet de manière assez large. Et tu vas pouvoir nous éclairer sur le sujet. Avec grand plaisir. Je me laisse faire, c'est parti. Tu vas travailler, t'inquiète pas. Compte sur moi. Je suis concentré. Déjà, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire incarner sa marque, notamment en tant que fondateur ou fondatrice? Incarner sa marque en tant que fondateur et fondatrice, ça veut dire que une marque, c'est, je pense en tout cas une marque d'entreprise, c'est un prolongement de la personne. À un moment donné, quand on a fondé quelque chose, on part de ses valeurs, on part d'une vision du monde. Et en fait, une entreprise vient être une arme, c'est un peu guerrier comme vocabulaire, mais en tout cas une arme pour œuvrer, en tout cas un outil pour œuvrer à cette Un vision du véhicule, monde. ouais. Mais voilà, Ok. c'est un véhicule. Voilà, si on prend le vocabulaire automobile, ça me va très bien aussi. Et donc, de fait, je suis assez convaincu qu'une personne est bien plus complexe et bien plus grande et dépasse une entreprise finalement. Et le fait d'incarner sa marque, c'est qu'à un moment donné, la personne va aller véhiculer le message qu'elle veut véhiculer avec sa marque, mais va aller le véhiculer de manière plus large, potentiellement véhiculer sa vision qui dépasse sa marque, puisque sa marque n'est qu'un véhicule pour aller vers sa vision. Et donc ça, c'est très très théorique, mais je peux par exemple prendre un exemple qui est un des premiers exemples connus du fait d'incarner sa marque. C'est Philip Knight, le fondateur de Nike, qui était un vendeur de livres avant d'être un vendeur de chaussures, et il était très très mauvais. Possible. Bah si, Ah, je il savais vendait pas du tout. il vendait des encyclopédies. En fait, il était très très mauvais Incroyable. vendeur. C'est lui qui le raconte. Il dit en fait j'étais super mauvais en vente parce qu'en fait je croyais pas vraiment en ce que je vendais. Et en fait le jour où il s'est posé et il faisait de l'athlétisme, c'était un coureur. Et le jour où il s'est posé sur sa vision du monde, et sa vision du monde c'était que c'est sa vision profonde, c'est que le monde serait meilleur si chacun sortait de chez lui chaque jour pour courir quelques kilomètres. Et donc à partir du moment où tu as un corps, tu es un athlète quelque part, c'est pas besoin de gagner les Jeux Olympiques. Bah, de cette croyance est né son premier slogan chez Nike, qui est encore vrai en 2024, c'est Bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Et la petite astérix, c'est If you have a body, you are an athlete. Et en fait, lui, il a commencé à exploser et à vraiment vendre. Je la fais ultra raccourci l'histoire. Quand il a vendu des chaussures, non pas parce que il adorait les chaussures, mais parce que ça répondait à sa vision du monde. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que en incarnant sa marque, on va lui donner une dimension supérieure. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu vas connecter beaucoup plus avec ta cible. Enfin, c'est pas très joli de dire cible hein, dans le cas présent, mais avec tes acheteurs potentiels ou tes clients potentiels. Et je tiens à dire, là, on a cité l'exemple de Nike, mais ce qu'on est en train de se raconter, ce qu'on va développer pendant l'épisode, c'est aussi vrai que vous vendiez des chaussures, que vous soyez en B2C ou que vous soyez dans Oui. des domaines B2B où vous vendez des entreprises. Derrière, ça reste des personnes, des êtres humains qui prennent des décisions. Donc, incarner sa marque, ça vaut dans tous les cas. Il n'y a pas plus dans un cas que dans l'autre. Et moi, ce que je vois aussi et ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, un logo, tu as du mal à te connecter à un logo, quoi. Alors qu'avec un être humain, tu vas quand même plus facilement partager des valeurs, te projeter, te retrouver et t'identifier
à un message porté par un visage, une personne, Ouais. que par un logo. Complètement. Je pense que c'est très vrai. J'ai pris un exemple B2C. C'est très vrai en B2C et j'ai fait exprès parce que tout le monde connaît Nike et comment ça parle à tout le monde. Ah ouais, mais Mais c'est c'est très bien. encore plus nécessaire. Je pense que c'est encore plus nécessaire aujourd'hui en 2025 quand on vend par exemple un service immatériel B2B. Parce que la réalité, c'est que Nike a pignon sur rue et a des boutiques physiques. Euh, Potentiellement, quelqu'un qui vend, je prendrai l'exemple tout à l'heure de Romain, qui est un client que j'accompagne, qui a une entreprise de services de transport lourd. Donc, c'est des services Rien de à voir. camions, de véhicules et de véhicules avec conducteurs pour des entreprises industrielles ou des supermarchés. Bref, il a jamais pignon sur rue et on parle de services. Mais en fait, lui, il me disait, mais moi, le fait d'incarner ma marque et de parler de ce que je fais et des métiers qu'il y a derrière, ça me permet de me créer une vitrine, tout simplement. Si lui, il prend pas la parole et il incarne pas sa marque, comme il n'a pas pignon sur rue, il n'a aucune vitrine. Et moi, je pense que ça va plus loin que la vitrine parce que si tu as envie d'être visible, tu peux aussi t'acheter plein de médias possibles, tu peux acheter de Ouais, l'affichage et tout. Le fait de développer et d'incarner sa marque, c'est que tu vas ajouter la dimension de confiance, tu vas construire la ouais, confiance. Donc, il y a vraiment des enjeux. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à savoir à qui se fier. Et finalement, si tu as des personnes qui prennent la parole, je vais pas dire qu'elles se mettent en danger, mais tu t'exposes quand même. Tu mouilles ouais. le maillot, comme on dit, tu vois. Tu montres ce qui se passe, tu parles de ta marque et de ton entreprise. Là, tu crées plus de confiance. Et on va voir aujourd'hui, comme on est en train de dire, c'est un vrai enjeu, mais on le fait pas n'importe comment. Exactement. Et ça, Donc, tu vas nous le dire. yes, 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 je vais vous le dire. Ça va beaucoup plus loin que se créer une vitrine. C'est une affaire de confiance. Et les humains préfèrent bosser avec les humains, ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, il y a l'opportunité de se montrer, de l'incarner beaucoup plus qu'avant avec les réseaux sociaux. On parlera notamment de LinkedIn, qui est un super vecteur en ce moment, un super levier pour incarner sa marque. Il y a un autre truc qui est très important dans le fait d'incarner sa marque, c'est que dans la confiance, c'est important de rester top of mind dans la tête de ses clients potentiels, mais de ses prospects potentiels. Et donc, c'est pas juste important pour trouver des nouveaux clients. Par exemple, je vais incarner ma marque, ça va me permettre de donner confiance et de bosser avec des nouveaux clients. C'est aussi important pour fidéliser, pour essayer de rester présent dans la tête de ses clients. Parce que là, je continue à parler des gens qui travaillent par exemple dans le service. Mais en fait, la confiance, elle s'entretient aussi. Et on aime bien continuer à bosser avec une boîte parce qu'on voit régulièrement les gens. Et donc, voilà, ça va bien au-delà de juste une vitrine, ça va bien au-delà de juste trouver des clients. Ça va aussi sur le renforcement, on va jusqu'au renforcement des liens avec les partenaires, du renforcement des liens avec les clients existants, du fait de potentiellement embaucher des meilleurs talents, du fait de rassurer des investisseurs pour une entreprise. Ça va très très loin en fait. Écoute, je suis mais on ne peut plus d'accord avec toi et figure-toi qu'il y a, encore 1 heure et demie, j'enregistrais, un podcast avec on va lui faire un petit coucou avec Frédéric Canvet, que tu connais peut-être et on parlait justement du fait de prendre la parole et de créer des liens, avec sa communauté communauté au sens large, hein, les partenaires, les prestataires, tu l'as dit, les collaborateurs, les clients, les futurs clients. Parce qu'en fait, créer ce lien et rester top of mind et avoir une dimension, on va dire, émotionnelle, parce qu'on est quand même dans cette dimension-là, ça a contribué à rendre ton entreprise plus résiliente dans la durée, parce qu'en cas de coup dur, tu restes dans l'esprit des gens et il y a plus de notion de soutien, parce que justement, on a l'impression de te connaître, ou l'impression où on te connaît vraiment. Donc complètement d'accord avec toi d'élargir le cadre et pas uniquement penser acquisition. Non, ça a des enjeux et ça a des bénéfices sur beaucoup plus de fonctions et même plus que des fonctions, on va dire, de facteurs clés de succès d'une entreprise. Donc, merci pour ce rappel, Mathieu. Et si on essaye de creuser un petit peu, parce que je voudrais quand même qu'on arrive à faire à bien différencier ou à clarifier une question, quelle, euh, quelle différence on fait entre sa marque personnelle et sa marque corporate, on va dire? Ouais, c'est une Et question quelle importante. articulation? Oui, je crois que ça dépend des phases. Déjà, tout à l'heure, tu as parlé de B2B et de B2C. Si on parle d'une marque B2C, donc Nike qui vend des produits directs aux consommateurs, le travail sur la marque est dès le tout début très très importante, puisque Oui. on va vendre des produits en direct aux gens et donc à un gros volume de gens. Et donc c'est très très important que cette marque et ces produits donnent confiance. Et donc là, on est sur on est dans en tout cas en phase de lancement, sur tout de suite un gros gros travail sur la marque et ses valeurs, et c'est les produits qui vont l'incarner tout de suite. Donc
Ça veut pas dire que c'est pas important d'incarner sa marque en tant que dirigeant, mais que tout de suite, il y a un énorme travail dessus et elle va être différente de la marque du dirigeant. À mon sens, la marque, au tout début, si on est en B2C, c'est quelque chose d'à part entière qui va avoir des valeurs communes avec le dirigeant, mais peut-être aussi d'autres valeurs, parce que c'est quelque chose qui existe d'emblée comme étant différent. Philippe Knight ne devait pas partager toutes ses valeurs avec Nike, avec les chaussures. Pour le B2B, c'est là où la discussion, elle n'est pas si simple, je pense. C'est que pour le B2B, moi, je crois beaucoup dans le fait que comme le B2B, je vends un service de transport lourd, comme la marque, et là je prends l'exemple de Romain, ça s'appelle DLT Service. Comme sa marque n'a pas vocation un jour à être connue du grand public, ça n'a aucun intérêt pour lui. Elle doit être juste là pour rassurer, c'est une entité qui existe et qui rassure et qui a de Son la preuve marché, sociale, qui a des rassurer son clients, marché. voilà. Elle est là plutôt en défensif. Ben, en fait, je pense qu'au début, ça sert à rien de surtravailler cette marque-là en termes d'identité. Je crois qu'au début, en B2B, il n'y a pas de différence entre une marque d'entreprise et une marque personnelle du dirigeant, dans le sens où il peut tout à fait la travailler en confondant sa vision avec la vision de la marque, ses valeurs avec la valeur de la marque et les thématiques qu'il a envie d'aborder, si on parle des thématiques de contenu, avec sa marque. C'est OK. Moi, je pense qu'en B2B, c'est OK au début. Il va y Au avoir début, hein. On l'a tous dit au Ouais, début, au hein. début, Voilà. au début, au début. Mais moi, je vais vraiment être là-dessus parce que je suis pas forcément d'accord avec toi et c'est ça que je trouve Ouais, intéressant. Parce que si derrière, tu as des objectifs, on va dire, de t'extraire de ton entreprise, oui, tu vois, tu peux avoir des enjeux de revente ou bien d'en sûr. créer d'autres, ou tu vas avoir besoin à un moment de prendre ton indépendance, de toujours que ta marque personnelle continue de servir ta propre marque, enfin, ta ou tes marques d'ailleurs, parce que tu as plusieurs entreprises, et de pouvoir t'en extraire pour, bah, je sais pas, la céder ou pas forcément être au milieu de ça. Mais je te rejoins au début, l'important, c'est qu'on pense à ta marque. C'est ça, c'est de l'incarner pour qu'on pense à toi. Et puis encore une fois, au début, enfin, on voit beaucoup le 0,1% de l'entrepreneuriat qui prend la parole. C'est des gens qui ont levé des fonds, qui font beaucoup de bruit, mais qui représentent rien sur tout l'entrepreneuriat français. 99,9% des gens, ils n'ont pas les moyens au début, ni financiers, ni pas tellement de temps d'investir sur une marque. Donc je parle pour plutôt ces gens-là qui ont vraiment peu de ressources, temps et argent. Au début, effectivement, ils ont, quitte à ne pas avoir le temps, sa marque personnelle, quitte à au moins faire le travail d'incarner sa marque. Oui. Déjà, le faire de la même manière que travailler sa marque, c'est déjà bien. Et il vaut mieux, je pense, au début, en tout cas en B2B, aujourd'hui en 2025, c'est super efficace d'incarner sa marque parce qu'on a tous un réseau, potentiellement un réseau dormant. Et rien que le fait de parler de sa marque en l'incarnant, on va activer plein de gens de son réseau qui vont être des anciens amis, des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, des anciens collègues. Et en fait, on a, voilà, ce réseau-là, presque le réseau de la personne, au tout début de l'entreprise, il est même plus puissant. Et d'ailleurs, la confiance que dégage la personne est plus puissante que la marque DLT qui vient d'être créée et qui a jamais rien fait. Donc en fait, moi, je pense que c'est juste, je raisonne en termes d'efficacité, un choix stratégique au début que de ne pas faire trop de différence. En revanche, tu l'as très bien dit, une boîte qui est dirigeant dépendante, elle n'a pas de valeur. Enfin, elle pourra jamais être revendue. C'est compliqué de valoriser une boîte qui est 100% dépendante de son dirigeant. Donc, il y a une phase 2 ou une phase 3 dans laquelle on se dit, OK, maintenant que j'ai mon marché, maintenant que ça fonctionne, comment, et d'ailleurs, pas que sur la marque, hein, comment, en fait, le sujet dirigeant dépendant, il est aussi dans les process, dans plein de trucs. Comment je me dissocie de ma boîte. Et je crois que c'est au même moment que le dirigeant doit se dissocier de sa boîte. Par exemple, il va prendre un DG, il va prendre quelqu'un qui gère les opérations, qui doit se dissocier de sa marque. Et c'est là où, d'ailleurs, si on parle de personal branding, c'est bien même qu'il fasse incarner la marque par d'autres gens de l'entreprise. Ouais. Et donc là, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre. Mais dans un second temps, effectivement, je pense qu'il y a une séparation à faire. Et là, ça nécessite quelques moyens pour bien travailler un logo, pour retravailler en profondeur l'identité de la marque en tant que telle, les valeurs qu'elle porte. Et là, il va peut-être commencer à y avoir des valeurs que porte la marque qui sont propres à la marque. Et je pense pas que ça va faire le grand écart avec le dirigeant d'un coup, mais on va commencer à dissocier des choses. Je peux prendre un exemple concret. Il y a quelqu'un qui le fait bien. Tu m'as demandé des exemples. Je pense à Audrey Destan, qui est fondatrice et PDG de Poppy, qui est une marque de papier, toilette recyclable, fait avec du bois
Je ne connais pas, génial. Ouais, Poppy, ils étaient passés dans Qui veut être mon associé à un moment. Enfin, ils sont commercialisés en grande distribution. C'est des papiers toilettes faits à partir de bois français où tout est recyclé. Enfin voilà, c'est un truc qu'on utilise tous les jours et qui est pas très bon pour l'environnement. Et elle l'a fait de manière, en tout cas, vertueuse. Et Responsable. elle est responsable, voilà. Et elle arrive à partager, à commencer à dissocier. Elle en est au stade où elle dissocie, c'est-à-dire qu'elle prend la parole en son nom en tant que, par exemple, maman entrepreneur, et elle va prendre la parole pour le Made in France ou pour les conditions des femmes dans l'entrepreneuriat. Elle va se battre Elle sur va des avoir ses sujets propres valeurs, ses propres voilà, causes, ses sujets, qui ses trouvent combats. et qui trouvent énormément d'écho d'un point de vue des valeurs sur responsabilité, engagement, équité, et qui sont pas forcément toutes les valeurs partagées par Poppy, mais qui sont pas non plus à l'opposé. Oui, ça va même Et pas se donc contredire. et donc voilà, ça lui permet à elle de se dissocier, de faire de la découvrabilité qui va venir quand même être cohérent avec les valeurs de Poppy, mais Poppy existe sans elle aujourd'hui. Et ça, c'est un travail qu'elle fait, mais qui au début était beaucoup plus compliqué, tu vois. Oui, et puis je pense que ce qu'il faut ajouter, les gens l'auront compris, ceux qui nous écoutent l'auront compris, mais c'est que ça reste des processus sur du moyen long terme. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Qu'on construise sa marque personnelle, sa marque d'entreprise, qu'on les associe ou qu'on les dissocie, ce sont des processus qui sont dans le temps, voilà, qui ont une durée dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Pour revenir à ce que tu disais, moi, ce que je trouve intéressant quand tu te lances, notamment en B2B, c'est que l'avantage que tu as à capitaliser sur ta marque personnelle, c'est que tu arrives avec déjà des actifs en termes de réputation. Oui. Parce qu'à moins que tu te lances à 18 ans et que personne te connaît, mais on va prendre pour le commun des mortels qui se lancent pas à 18 ans et que personne te connaît, tu arrives déjà avec une réputation, un réseau, et donc tu vas pouvoir capitaliser dessus et en parallèle, bien sûr, construire ta marque. Mais ce sera plus long de construire ta marque parce qu'elle n'a pas de background comme toi tu peux avoir. Donc ça, je trouve ça très très smart et on l'oublie trop souvent, même si c'est qu'on se lance dans une industrie qui avait rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Ouais. Et un autre bénéfice, moi, que je vois sur pourquoi et la différence aussi, c'est que quand tu es dirigeant, et je pense que toi, tu as déjà eu le cas, tu peux exister indépendamment de ton entreprise, lancer de nouveaux projets et pas repartir de zéro à chaque fois. Ah ben c'est l'objectif, enfin c'est la conséquence d'un bon personal branding, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que un dirigeant, ça peut lui permettre de préparer la suite de sa carrière, mais tout comme un fondateur d'entreprise, il faut savoir qu'une entreprise, j'ai plus le chiffre sur la durée de vie moyenne des entreprises, mais aux États-Unis, il y avait eu une étude de McKinsey qui disait que dans les années 50, c'était 60 ans, aujourd'hui c'est 18 ans, Ça et je pense que maintenant raccourcit. Aujourd'hui, c'est ça encore raccourcit. moins. Donc une entreprise vivra moins longtemps que toi. Donc c'est hyper important de se dire que construire une marque, c'est construire un actif qui va résister à ton entreprise. Et donc, effectivement, je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, il est ultra nécessaire. En fait, se pose la question de se dissocier de sa marque d'entreprise si on n'a aucune marque personnelle et aucune marque d'entreprise. Mais une fois qu'on a commencé à bâtir sa marque personnelle, ensuite, c'est beaucoup plus facile et évident de se dire, je recommence une entreprise et j'avais déjà construit ma marque personnelle. Et ben, c'est plus facile. Là, on voit beaucoup plus facilement comment s'insère l'entreprise, et on voit beaucoup plus facilement que c'est juste un véhicule. Et donc, on la Tu as dissocie. déjà construit de la Voilà. confiance aussi. Exactement. Dans ce cas-là, où on a déjà construit, d'ailleurs, c'est plus facile, de se dissocier dès le début. Mais oui, c'est le truc qui fait que tu repars jamais de zéro. Et ça, c'est super important, même d'un Et point de vue ça, individuel. nous, là, on parle des fondateurs et des fondatrices. On peut même l'étendre au fait que même si tu es salarié, c'est pareil. C'est pas le but de ce podcast parce que c'est pas l'audience numéro 1 du podcast, mais c'est un peu vrai aussi si tu es salarié. C'est que si tu développes ta marque personnelle dans ton entreprise, quand tu t'en vas, tu pars avec. Donc ça, c'est Ouais. cool. On va pas Et s'étendre trop sur le sujet parce que ouais. c'est pas le thème développé, mais je voulais quand même attirer attention dessus. Ok, alors moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on se dise, admettons, je suis fondatrice et j'ai encore rien travaillé. Ouais. Un peu peut-être la marque de mon entreprise, mais pas du tout ma marque personnelle, donc j'ai peut-être fait à l'envers ou carrément rien du tout. Est-ce que tu pourrais nous livrer des étapes, un plan d'action à suivre? Alors, pas trop détaillé, évidemment, je peux comprendre que ça pourrait être long et qu'il nous faudrait 3 heures, mais quelles sont les étapes que tu recommandes quand toi, tu as des personnes qui viennent te voir et qui disent, OK, je pars de zéro ou pas très loin, mais Ouais. j'aspire à développer ma marque personnelle au service, à incarner ma marque personnelle et la marque de mon entreprise. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à le faire à l'envers? C'est-à-dire, En verlan? Non. oh, non, je ne vais pas parler en verlan. C'est-à-dire à partir de En rétro-planning? ouais, non, je pars de la fin. C'est-à-dire juste, quand quelqu'un veut faire ça, c'est juste démarrer du pourquoi. Pourquoi la personne fait ça? Souvent, les gens qui veulent développer leur marque personnelle pour incarner leur boîte,
qu'il y a quand même à la fin un objectif business. Puisqu'on est là dans un podcast business, dans un univers business. On n'est pas là, on est d'accord pour devenir influenceuse ou influenceur Non, c'est vrai qu'on l'a pas dit, dans un mais c'est pas le but objectif ici, hein. d'ego, etc. Et donc, moi, l'avantage que m'apporte mon recul, ça fait 2 ans et demi que je fais ça et j'ai eu la chance d'accompagner une centaine de personnes, dont pas mal de dirigeants, et d'écrire, je pense, à peu près 2000 posts LinkedIn qui ont généré du chiffre d'affaires. Du coup, là, j'ai pu voir que ce qui génère ou pas du chiffre d'affaires. Ça a toujours l'impact. J'ai remarqué que les posts qui déclenchent des ventes contiennent systématiquement 4 éléments. Donc, c'est quelqu'un qui prend la parole, qui incarne, par exemple, via un post LinkedIn. C'est des contenus qui créent, une mémoire sémantique, donc qui contient des mots qui parlent du problème de la cible. Moi, je vais parler de problématiques d'autorité, de personal branding. Ça, c'est le numéro 1. Ça contient, en 2, une corrélation parfaite entre le sujet, l'auteur du sujet, donc la personne qui parle, et la cible. Ça contient, en 3, une charge émotionnelle qui met en action, genre un chiffre, une photo, une histoire, un faux mot, une preuve sociale. Moi, quand je dis j'ai écrit 2000 posts et généré du CA, je me donne de la preuve sociale pour dire tiens, je peux parler de ça. Et le 4e, c'est des insights personnels qui renforcent l'autorité de l'auteur. Donc mémoire sémantique, corrélation cible, problème, auteur, charge émotionnelle qui met en mouvement, qui met en action, et autorité de l'auteur. Ça, c'est ce qui crée l'intention d'achat. Mais le problème, c'est que ça, tu n'y arrives pas en une fois. Tu n'y arrives pas en un post et pas en un contenu. Donc, tu peux pas viser directement du chiffre d'affaires avec la marque personnelle et avoir une approche comptable. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de viser, d'avoir ces 4 éléments et de construire ces 4 éléments qui sont sous-jacents à qu'est-ce qui va déclencher du business, qu'est-ce qui va être utile et qu'est-ce qui va être efficace. Donc, les questions à se poser pour se lancer, ça va être quel objectif je veux atteindre avec mon personal branding. Ok, donc là, je viens de le dire, le mauvais objectif, ce serait de dire, je veux vraiment générer du business tout de suite. Je veux des leads tout de suite. Ça, c'est une conséquence, mais en fait, le bon objectif, c'est qu'il faut créer l'autorité, la crédibilité, la visibilité, les éléments que je viens de dire. Ensuite, il va falloir se poser la question de comment je me positionne par rapport au marché et à cet objectif. Donc, c'est à qui je parle, quel problème j'essaie de résoudre. Parce que on peut parler de plein de choses pour incarner sa marque, sauf qu'à un moment, c'est du marketing et donc j'ai un objectif, j'ai une cible, je vais essayer d'aller résoudre un problème. Et je vais parler de plein de choses, mais qui sont toujours quand même liées à ça. On est sur une notion d'efficacité. Développer sa marque personnelle, ça veut dire prendre la parole. On ne développe pas sa marque personnelle en silence. On n'incarne pas sa marque et sa marque d'entreprise en silence. Il y a un moment, c'est obligatoire de prendre la parole et de s'exprimer. C'est tout l'intérêt. La connexion et l'émotion passent par le discours, le dialogue et le fait d'aller vers l'autre. Donc, c'est utopique de se dire je vais développer ma marque personnelle et incarner ma marque d'entreprise en se taisant et en partageant les posts de l'entreprise. Ok. Et donc, je te le refais avec un exemple concret. Je reviens sur l'exemple, j'ai donné au début l'exemple de Romain, qui est, Oui. tu vois, c'est l'exemple le plus loin possible de l'influenceur, vu que lui, il a une boîte qui fait 50 millions de chiffre d'affaires. C'est un service de transport. Il a 500 camions dans toute la France. C'est des camions qui sont il est client de Intermarché, voilà, Intermarché, FedEx. Lui, c'est du service de transport pour des transporteurs ou de la grande distrie. Bon, il vend à des business, quoi. Et donc, lui, il aurait pu se dire, effectivement, je vais communiquer qu'à travers mon entreprise DLT. Bon, mais en fait, c'est pas super efficace et pour plein de raisons, ça va donner moins confiance, etc. On en a parlé au début. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Contexte. Il a son truc de service de location de véhicules lourds. Il veut développer son réseau. Lui, c'est des franchises. Un peu comme des McDo, mais sauf que c'est des prestataires de services de camions. Ok. Il parle, du coup, de quoi il parle? Il prend la parole en son nom. Il a pour objectif de développer son réseau de franchise. Ok, ça, on a fixé cet objectif ensemble. Lui, c'est pas forcément de trouver des nouveaux clients, c'est de trouver des gens qui vont développer son réseau, genre dans l'ouest de la France, dans le nord, etc. Du coup, il parle aux dirigeants de 40-50 ans qui veulent devenir entrepreneurs, mais sans trop de risques. Parce qu'il va recruter des gens qui sont directeurs commerciaux de boîtes et qui veulent développer une franchise de transport lourd. Super, ils veulent faire le pas, ils ont bossé toute leur vie pour une boîte et devenir franchisé, c'est devenir entrepreneur. C'est Donc niche, il va parler à ces gens-là. Ouais, mais il parle à ces gens-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont 40-50 ans qui se disent, je suis sécurisé au niveau de ma thune maintenant et de ma carrière. J'ai envie de me faire un peu plaisir sur la fin. Voilà. Et mine de rien, il y a du monde. Sans trop de risques non plus, quoi. Et exactement. Et ensuite, du coup,
on parlait de stratégie de contenu, c'est quoi? Il développe un message fort, c'est-à-dire, lui, il va parler beaucoup du rôle des PME dans l'industrie et dans l'économie française, et il va défendre certains métiers des PME comme celui de conducteur, puisque lui, il a une flotte de camions. Donc, tu vois, c'est de ça dont il va parler, de comment se lancer, les PME, comment entreprendre dans l'industrie. Il va être anti-levée de fonds, anti-startup, voilà, il va définir des ennemis. Donc ça, c'est son message fort. Et ensuite, en son nom, il va par exemple publier 2 posts par semaine sur LinkedIn. Soit il va donner des grandes tendances qu'il observe dans l'industrie, vu que lui il est dedans, soit il va parler de son quotidien d'entrepreneur qui gère une boîte avec beaucoup de process, beaucoup d'humains, et c'est compliqué. Il va par exemple parler de sa dépendance à sa boîte en tant que dirigeant, de toutes ces problématiques-là qui sont intéressantes. Et ça parle, ça, aux gens qui veulent entreprendre. Et il va faire de la com entreprise, et de la communication entreprise, c'est les caps qu'il va passer, faire le portrait d'un franchisé, donc d'un gars qui a monté un business dans sa boîte, d'un conducteur. Et donc ça, très très concrètement, là, on est dans de la prise de parole où, tu vois, en 6 mois, là, il est passé de, c'est pas énorme, il est pas devenu influenceur, hein. On a démarré, il devait avoir 1000 abonnés, là, il a 4000 abonnés LinkedIn, il a fait 1,6 million de vues, voilà, mais super qualifié. Il a eu plus de 40 candidatures qualifiées via LinkedIn de gens qui voulaient lancer une franchise sous sa marque. Donc pour lui, c'est super intéressant. Et là, il a le premier franchisé qui va démarrer en juin à Mâcon. Et donc, c'est un franchisé, pour lui, c'est un business de 2 à 4 millions de chiffre d'affaires en plus. Donc, tu vois, de manière très, très concrète, sans devenir influenceur, s'il n'avait pas pris la parole en son nom, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que il n'aurait pas eu, même en faisant de la pub avec DLT, il n'aurait pas eu des franchisés. Les gens viennent parce que c'est lui. Pour toi. Les gens viennent parce que c'est Romain. Exactement. Et parce que c'est son message et sa vision. Clairement, merci. Je trouve cette étude de cas géniale, hyper intéressante, qui pourrait, je pense, avoir des applications dans énormément d'autres industries. Moi, je vais t'en partager un parce que je t'ai dit, je voudrais que ce soit un épisode, pas qu'on tombe dans le biais de l'épisode où c'est que théorique parce qu'on peut tomber là-dedans. Donc déjà, merci. Moi, j'ai adoré ton étude de cas et je vais t'en partager une aussi. Pour moi, incarner sa marque, c'est aussi un moyen de se différencier dans certaines industries relativement concurrentielles où très peu prennent la parole et tous se cachent derrière des marques extrêmement corporate. Je pense le cas notamment dans la finance où c'est plus corporate, tu meurs. Et nous, un de nos clients est une fintech qui s'adresse à des sociétés de gestion, family office. Donc, je veux dire, c'est quand même hyper codifié. T'as beau être dans le milieu du logiciel, c'est pas la coolitude incarnée encore dans ce milieu-là. Et en fait, il y a 2-3 ans, dans nos recommandations, on a dit il faut que le dirigeant développe son personal branding, prenne la parole. Et c'est ce qu'on l'a aidé à faire. Et en fait, on imagine que ça prend beaucoup de temps, mais très rapidement, franchement, au bout de peut-être 6 mois, on a commencé à avoir des retours et pas uniquement sur le nombre de leads, mais au niveau des feedbacks. C'est-à-dire que les commerciaux arrivaient en rendez-vous client pour des démos souvent. Ouais. Et tu as des prospects qui disaient votre CEO, il prend la parole. Nous, on aime bien ça. On a envie de s'engager avec des entreprises, avec des partenaires qui ont une vision sur leur marché et qui partagent ça. Donc, le côté, je suis CEO, j'incarne ma marque et j'ai une marque personnelle et je te montre quelle est ma vision du marché pour t'emmener avec moi parce que c'est des contrats qui durent relativement longtemps, hein, c'est de plusieurs années. Mais en fait, ça sécurise. Ils ont besoin de ça. Ils ont envie de personnes qui se montrent et qui s'engagent et qui parlent. Et clairement, les retombées ont été très largement au-delà. Le retour sur investissement est énorme. Et j'ai envie de dire, plus tu vends cher, je vais même être affirmatif, plus les enjeux financiers sont élevés, plus c'est important d'incarner sa marque. C'est un levier, pour moi, le levier d'autorité, il est infini. C'est-à-dire qu'à un moment donné... De confiance, d'autorité, et là, on n'a parlé que de LinkedIn et des réseaux sociaux, mais j'ai envie de te dire, prendre la parole sur des podcasts, être dans les médias, ça en fait partie. Hein. Là, on parle que d'un petit levier du personal branding et d'incarner sa marque, mais ça peut être on peut utiliser plein d'autres canaux pour ça. Mais bien sûr, et juste par rapport à ça, je vais donner un exemple extrême, mais pourquoi certains conférenciers, Nicolas Sarkozy, Obama, j'en sais rien, vendent 100 000 euros l'heure? Non, mais tu vois, il y a des gens, ça choque qu'ils soient à 100 000 euros de l'heure, mais parce que juste ils sont très demandés et du coup, des gens sont prêts à payer parce qu'ils ont une autorité incroyable. Là, j'ai pris un exemple extrême, mais dans une moindre mesure en business, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton prix,
tu peux te permettre qu'il soit haut parce que si tu as pris la parole, si tu as une audience importante, si tu as beaucoup de demandes, eh ben juste, tu auras toujours une petite fraction de cette demande-là qui est prête à payer un prix haut et donc tu peux te permettre de le mettre tout simplement. Donc tu peux monter tes prix, ça te permet de supprimer la négo et ça te permet aussi d'augmenter tes taux de conversion. Tout à l'heure, tu disais, bah oui, même les Les taux de commerciaux conversion, ouais. d'une entreprise dont le patron prend la parole, bah, on reçoit un de ses commerciaux, on a envie de plus, même juste de lui répondre, même de faire le rendez-vous avec lui, parce qu'on sait qu'on aime bien le patron, versus un autre inconnu, bah non, lui on va pas. Ouais, un Rien que juste random, pour tu sais pas qui accepter le c'est. rendez-vous, exactement. Mais Rien c'est qu'en un axe de prospection. différenciation. Et... Alors après, sur du produit, tu peux pas toujours, tu peux pas toujours augmenter tes Oui, prix dans certains secteurs qui peuvent être concurrentiels. Là, je pense, le cas que je parlais, dont je parlais, c'était dans le secteur c'est un SaaS, et c'est ouais, dans la finance. Mais au-delà du prix, à produit, tarif, on va dire égal, et après c'est une question de positionnement, on va préférer l'entreprise incarnée, en fait. ouais. Et ça, il Et faut s'en rappeler. Je veux dire, même si on n'augmente pas ses prix, il va déjà être rentable, hein, ce sera très très bien. Mais même si dans certaines situations, le prix n'est pas un levier immense, tu peux être haut de gamme et tu peux pas faire ton Nicolas Sarkozy parce que c'est pas le même business model. Mais c'est pas grave. En termes d'acquisition, de conversion et de fidélisation, le levier, il est là, en fait. c'est absolument vrai et je pense ouais, qu'il y a pas, encore une fois, il n'y a pas que le prix. Il y a notamment la conversion. Moi, j'ai observé que pour un prix égal, parce qu'à un moment donné, un SaaS à 20 euros, il peut pas passer à 100 euros par mois. Il y a juste une notion de la prospection et toute l'acquisition en dehors du personal branding du dirigeant. Les leviers d'acquisition en place deviennent plus efficaces en termes de conversion. Donc là, désolé d'aller un peu plus vers des trucs 100%. de geek marketing, mais tu réduis ton CAC, tu réduis ton coût d'acquisition Ton global de ta positionnement. Mais oui, boîte. Et c'est ça qui est ultra non, puissant. mais Tu n'es pas obligé parlons-en. Je veux d'augmenter dire, tes prix, hein, mais tu réduis ton c'est- CAC. Moi, c'est ce que j'observe. Les boîtes où il y a des dirigeants famous ou inspirants, etc., ça vient distribuer, ça vient être un levier amplificateur de tous les piliers de la croissance et notamment le parcours client qui devient beaucoup plus efficace et coûte beaucoup moins cher en termes t'as moins d'acquisition et d'efforts. de marketing. Et Exactement. même à budget marketing ISO, ton ROI sera impacté Ce- positivement. Donc, Celui qui en parle très bien, c'est Anthony Bourbon, même si c'est un autre business model. Il a lancé un truc qui s'appelle Blast Club, qui est un club d'investissement, en fait une sorte de fonds d'investissement New Age. Et il dit son point de force par rapport au fonds d'investissement, c'est que lui, il reçoit 1000 dossiers par semaine. En fait, parce que grâce à sa marque personnelle, ses ouais, commerciaux, enfin les gens qui traitent les dossiers, en reçoivent beaucoup plus. Et donc mécaniquement, il a les meilleurs dossiers. Et donc du moins, il a il plus n'a de pas de choix. Donc, budget. plus tu as de Et choix il et n'a pas plus de tu as de et chances voilà. de. Et il n'a pas de budget Plus tu as de marketing du chances coup. de. Exactement. Ah, un bon point. On ira creuser de ce côté-là. On n'est pas tous Anthony Bourbon, Non. mais c'est pas grave parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que ça marche aussi pour des anonymes, pour des gens qui sont pas connus. Parce que tu le disais avec ton client qui a la société de transport, lui, il s'en fout d'être connu du grand public. C'est pas le grand public son marché. Donc, ne vous mettez pas en tête que on mesure l'efficacité de l'incarnation de sa marque et de développer son personal branding en tant que fondateur ou fondatrice au nombre d'abonnés qu'on a. Ça n'a rien à voir. Il Vous en a pouvez être 4000, sur un hein. marché ultra niche, avoir 2000, 3000, 4000 et avoir nettement plus de ROI que des personnes qui en ont 100 000 et qui s'adressent à tout le monde. Vraiment, c'est décorrélé. Tout Si son après vous voulez secteur faire des parle de campagnes lui, hein. d'influence, oubliez. Là, par contre, c'est pas pour vous. Ouais. Et encore, et encore, et encore. Mais bon, c'est pas l'objet de cet épisode. Mais écoute, merci beaucoup. Moi, je trouve ça hyper passionnant. Tu le sais, hein, s'est partagé avant. Si tu devais, toi, donner un conseil pour la fin, parce que là, on est en train de, on amorce Oui. vers la clôture. Ouais, Là, j'ai les un personnes, truc elles que sont j'ai au pas taquet dit. du taquet. Ah, t'as un truc que t'as pas dit, bah Ben dis-le nous, on ouais, et t'attend. ben non, mais ça va être le conseil de la fin. Et Alors, qui le conseil de reboucle la avec fin, ta c'est première question entre marque personnelle et marque de boîte. Je disais au début que, de manière très schématique, au début, ta marque se confond avec celle de ta boîte, et donc si tu incarnes ta marque, tu vas parler un peu des mêmes choses que ce que tu aurais dit avec le compte de ton entreprise. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Pour moi, il y a un mix. Par exemple, si on prend sur LinkedIn ou même si, quel que soit le canal, on va avoir un mix de posts. Une fois qu'on a sa thématique, genre, j'en sais rien, les PME, on a un mix de posts. On va avoir soit des actus. Pour moi, il y a 3 grands types de posts, de contenu, de prise de parole. Les actus de l'entreprise, ça c'est un premier. L'expertise, je fais des posts métiers, sur mon industrie.
et des posts de type vraiment personal branding. Moi, mon histoire, qu'est-ce qui m'a amené Qui à je faire ça? suis. Et ça, c'est 3 types de posts. Et en vrai, c'est comme ça que je distribue, moi, dès le début, le mix entre les types de posts. Pour moi, la Tu grosse ventiles comment? différence Tu disais c'est entre un le tiers, un tiers, un eh tiers? ben, justement pour moi, c'est dans cette granularité-là que se joue le début et la suite. Pour moi, au début, tu dois mettre à mort sur les actus de ta boîte. On lance une nouvelle boîte, on a recruté un tel, après 1 an, voilà le bilan. Donc c'est vraiment les news. Pour moi, on se sacrifie, le fondateur se sacrifie un peu pour sa boîte. Et donc je dirais 70% comme entreprise, peut-être 10% juste sur son expertise, parce que quelque part, il n'a pas de crédibilité encore sur cette expertise. Donc il faut qu'il le dise, mais pas trop, parce que de toute manière, personne va l'écouter, personne ne sait qu'il est expert là-dessus. Il n'a pas encore une audience installée. Et ensuite, 20% personal brand, quand même, ce qu'on appelle la founder story, qu'est-ce qui m'a amené à créer l'entreprise. Donc ça, le La mix au début, backstory, quoi. c'est, ouais, voilà, 70 actu boîte, 20% personal brand, 10% expertise. Et plus on avance, je vais pas faire les mix théoriques à chaque étape, mais en gros, plus on avance, plus pour moi, un dirigeant avancé en termes de personal branding va aller plutôt vers 70% de contenu expertise. Il est reconnu en tant qu'expert, en tant que leader d'opinion dans son domaine, au-delà de sa boîte. Et ensuite, bah, il aura toujours 20% de comme entreprise, voilà, telle actu de la boîte, etc. Et 10% de personal brand, puisqu'en fait, il aura installé son personnage, il est connu, il a un peu moins besoin, il peut le dire dans des podcasts. Et donc ça, c'est vraiment ce mix qui évolue et qui, à mon avis, est vraiment le piège dans lequel beaucoup de gens tombent et peuvent rester bloqués. Et donc, c'est comme ça qu'on se dissocie aussi de son entreprise. Et dernier truc aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait du own media, tout à l'heure on parlait de prendre la parole en son nom, ça ouvre la porte à du earn media, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui prend la parole, il va être plus facile de passer dans des podcasts, de se faire inviter, etc. C'est Je à ça que ça confirme. sert aussi. Et en fait, ouais, on est là-dedans, nous. Mais ça paraît bête, mais je vois beaucoup de gens qui veulent tout de suite démarrer et passer dans des podcasts. Ben non, prends d'abord la parole. Ça va donner aux hôtes des podcasts, une bonne raison de t'interviewer parce que tu as déjà pris la parole, tu as déjà une petite audience, etc. Donc, on parlait de prendre la parole en Ouais, son nom, mettez mais pas la ensuite, on peut charrue se avant les bœufs. servir. C'est ça, on peut se servir aussi des audiences des autres, mais pour ça, il n'y a pas de raccourci, il faut déjà incarner et prendre la parole. C'est à ça que ça sert aussi. C'est un bon rappel. Merci d'avoir clarifié ce point. Et merci d'avoir fait ce plan d'action parce que tu vois, moi, tu m'aurais demandé comme ça au pied levé, cette ventilation, je l'aurais pas forcément eu en tête. Je trouve qu'au moins c'est très concret et on sait par où il faut commencer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour compléter, c'est qu'avec Laurie, on a eu la chance de venir sur ton excellent podcast Bonne Réputation, dans lequel on a décrypté en tant que fondateur, enfin fondatrice, pas fondateur, de My Marketing Experience, comment nous, on a articulé nos personal branding avec le branding de My Marketing Experience et qu'on l'a articulé en tant que deux fondatrices. Donc, je vous invite à écouter cet épisode parce qu'il y a une étude de cas complète que vous pouvez retrouver. Donc, Ouais. on mettra le lien de notre épisode dans Bonne Réputation pour compléter cet épisode et pour pas qu'il soit trop long. Voilà. Mathieu, où est-ce que je peux te retrouver, savoir plus sur toi, pas où tu habites, hein, mais juste savoir plus sur toi. J'habite dans la Drôme, T'habites dans la Drôme? Je ne connais mais pas. ça c'est pas utile pour les gens. Effectivement, je suis sur LinkedIn. Mon lien LinkedIn, je pourrais vous le donner parce Bah, bien que sûr, je on va le m'appelle mettre. Mathieu Bernard et on doit être 3000 Mathieu Bernard. Mais donc c'est un con. Moi, j'essaie d'être le premier Mathieu En termes de Bernard, mais c'est branding, tu aurais dur. pu faire mieux là, sérieux. Ouais, c'est sûr. Je suis le John Smith français. Non, mais c'est sur LinkedIn que je publie, que je réponds et sur lequel on trouve tous les liens de mes accompagnements, de mon podcast, de ma newsletter. Donc LinkedIn si on Ok. centralise. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, ne serait-ce que pour dire merci à Mathieu. Je pense que vous le savez, ce qui compte le plus pour faire vivre un podcast, même si c'est un podcast que vous avez l'impression qu'il a déjà plein de succès et que tout le monde l'écoute, eh ben, likez, laissez des avis, partagez-le et commentez parce qu'en réalité, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Un grand merci et à très vite pour un prochain épisode.